Nous sommes à la mi-mai et le printemps a apporté une vague de chaleur inhabituelle. Malgré ce temps caniculaire, le terrain de golf conservait son état impeccable, l'herbe verte s'étendait dans toutes les directions, donnant au paysage un aspect surréaliste, plus proche d'un terrain de golf miniature que d'un véritable environnement extérieur. Le parcours est parsemé de douces plaines, de creux et de collines, parfois dépourvues d'herbe, qui ajoutent au charme unique du paysage. Des bosquets denses d'arbres projetaient de longues ombres, complétant le cadre pittoresque. 3 jeunes hommes sont engagés dans une partie de golf amicale depuis environ 3 heures, se taquinant mutuellement tout au long de la partie. Et Nicole n'a pas essayé de te convaincre de l'épouser cette fois-ci? Demande le grand homme aux yeux bleus. J'étais sûr que tu finirais par céder, Qu'il, ajoute-t-il avec un demi-sourire. Je pense que même si Dave se présente au mariage, il s'enfuira avant même que tu t'en aperçoives, un vrai marié en fuite. L'autre homme s'esclaffa devant cette plaisanterie. On dirait que tu n'as aucune confiance en moi, rétorqua Dave, un peu vexé, en se préparant à tirer. Après avoir ajusté sa position et équilibré soigneusement son poids, Dave balança le club de manière experte, envoyant la balle rouler doucement vers le trou avec précision. On dirait que ton jeu s'est amélioré depuis la pause. Alors, qu'est-ce que tu as fait avec Nicole? Clé adresse un clin d'œil malicieux à son ami. Jacques glousse et suggère, peut-être qu'il est sur le terrain de golf avec elle. On dirait que c'est un octambule. Dave, tu vis le rêve, sans attache, sans femme, sans enfant. Je dois cependant féliciter Nicole, qui est restée dans les parages pendant 1 an, ce qui n'est pas rien. Dave jette un coup d'œil pensif à Qu'il. Si je me marie avec elle, je te rejoindrai dans le club de la misère, Dave. Qu'il, balançant le bâton avec force, rétorqua. C'est du passé. Lilian et moi n'avions même pas d'enfants à l'époque. Maintenant, je ne pourrais pas être plus heureux. James le taquine, tu es complètement à sa disposition. C'est étonnant qu'elle ne t'ait pas encore appelé, tant elle est jalouse de tes amis, ajoute-t-il. Qu'il soupire, tu as raison, elle voit tout ami comme une menace. Dès que je parle d'être avec vous, elle commence à me sermonner pour que je ne m'approche pas de vous. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi alors, demande James, surpris. Khalil, l'irritation évidente dans sa voix, répond, tes femmes, James. Tu en as eu 3 au cours des 7 dernières années. Ce n'est pas ma faute si elles me quittent, s'indigne James. Une fois qu'elles ont vidé mes comptes, elles disparaissent. Mais j'ai trouvé l'or avec Julie. J'ai choisi d'épouser une fille de la campagne avec intention. Elle m'adore et me couvre d'affection. Les biens matériels comme les diamants, les vêtements de luxe ou les voitures ne l'intéressent pas. Bien que notre maison soit remplie de domestiques, lorsque je rentre à la maison, elle est toujours en train de ranger la maison ou de préparer sa tarte aux pommes. Le seul inconvénient est que je souhaite ardemment avoir des enfants, mais les paroles décourageantes du médecin restent inchangées, il n'y a toujours pas de progrès, James. Pourquoi ne pas aller à l'étranger? Il existe là-bas des traitements de pointe contre l'infertilité. Dave réconforte son ami en lui tapant sur l'épaule et en l'encourageant, vous avez les moyens, il ne devrait pas y avoir d'obstacle. Répondant par un soupir, l'homme reconnaît, j'ai déjà exploré cette option. Ils ont proposé un plan de traitement à partir de cet automne, et je voyagerai en octobre. Khalil lui a apporté son soutien en l'encourageant, certainement, foncez, tu n'as que 40 ans, il te reste beaucoup de temps pour fonder une famille avec Julie. Même si j'avoue que cette idée me fatigue. Lilian laisse parfois entendre que nous devrions agrandir notre famille, mais j'ai fermement affirmé, pourquoi aurions-nous besoin de plus d'enfants, nous avons déjà la chance d'en avoir 3. Dave est intervenu, déclarant avec humour, 3 enfants, c'est une joie. Et a gloussé, avertissant, réfléchissez bien, vous pourriez vous retrouver avec toute une équipe de football. Imaginant les gros titres des journaux, Dave plaisante, la femme du millionnaire bien connu qui attend son 11e enfant, Dieu nous en préserve. Syl, surpris, lâche le club avec horreur et s'exclame, vous me voulez du mal? Avec un petit rire, Dave remarque, non seulement il n'a pas d'enfant, mais il n'est pas marié, et pourtant il est là à nous donner des conseils sur la vie. Après 4 heures de jeu,
James a taquiné Dave alors qu'il se dirigeait vers le restaurant. Cal, Dave et James, amis de longue date, réfléchissent à leur prochaine sortie. Allons pêcher, propose soudain Jack, exprimant son désir de changer d'air, loin de l'agitation de la ville. La saison de la pêche est presque là, et je pense que nous devrions en profiter, ajoute-t-il. Khalil appuya l'idée, mais Dave resta silencieux, ce qui poussa Cal à lui demander ce qu'il avait en tête. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Eh bien, j'ai peut-être d'autres projets, répondit Dave avec une pointe d'agacement, anticipant une confrontation familière. James gloussa, qualifiant en plaisantant Dave d'éternel perturbateur de leur groupe. Dave avoua qu'il avait rencontré une nouvelle fille, suscitant l'incrédulité et l'amusement de ses amis. Malgré leur taquinerie, les amis finissent par convaincre Dave de se joindre à eux pour une partie de pêche en juin. Dave accepte à contre-cœur, mais ne peut s'empêcher de grommeler sous son souffle qu'il a été contraint de le faire. La journée s'est poursuivie par une visite agréable au club de golf, suivie d'un repas satisfaisant au restaurant avant que chacun ne se sépare. Plus tard, Dave passa un coup de fil, accueillant le destinataire avec un joyeux salut. Cathy. Comment se passe ta journée? Quels sont tes projets pour aujourd'hui? La réponse fatiguée de Cathy a indiqué qu'elle était sortie faire des courses, ce qui laissait présager une journée mouvementée. Le mariage de ma sœur est dans une semaine, alors je me prépare. Je suis ravie de l'entendre, répond l'homme avec joie. Après une journée aussi fantastique, que diriez-vous d'aller dans un café? C'est parfait, répond la jeune fille. Le cercle d'amis de Dave comprenait plusieurs compagnes pour différentes occasions. Parmi elles, Nicole était toujours considérée comme la candidate principale pour devenir sa femme, tandis que Cathy était une connaissance récente. Hélène, une ancienne flamme, est restée plus une amie, bien qu'ils aient occasionnellement partagé des rendez-vous romantiques. Au départ, Dave se considérait comme un joueur en raison du nombre de femmes qu'il avait fréquentées, mais il s'est progressivement rendu compte que ce n'était pas exact. Il était capable de loyauté et d'engagement, mais il n'avait tout simplement pas encore rencontré la bonne femme. Dernièrement, il s'est rendu compte que de nombreuses femmes étaient attirées par lui en raison de sa richesse, y compris Nicole et Dave. Au fond de lui, il enviait ses amis et rêvait d'une famille et d'enfants, mais il n'avait pas encore trouvé de partenaire convenable. À 35 ans, Dave garde espoir en l'avenir. Ce soir-là, il se rend en voiture chez Cathy, qui l'accueille avec des yeux pétillants. « Je suis ravie de te voir », lui dit-elle. « Je m'excuse d'avoir été très occupée ces derniers jours, ce qui nous a fait manquer l'un à l'autre. » « Ne vous inquiétez pas. Ce qui compte, c'est que nous soyons là maintenant », la rassure Dave en lui tenant la main. « Tu n'as jamais parlé du prochain mariage de ta sœur. » « Honnêtement, j'ai été préoccupée ces derniers temps et j'ai failli l'oublier avec tout ce qui s'est passé. Ma sœur a une chance inouïe, elle s'apprête à se marier avec un homme d'affaires prospère, et je ne pourrais pas être plus heureuse pour elle. L'idée d'avoir une maison spacieuse, sa propre voiture et tout le luxe qu'elle désire me remplit de joie, songe la jeune femme. Malheureusement, je n'ai pas la même chance, regrette Cathy, ce qui surprend Dave. Mais tu n'as que 23 ans, remarque-t-il, perplexe. Qu'est-ce qui te préoccupe? C'est précisément cela, explique Cathy. Je n'aspire pas à me contenter d'un homme ordinaire. Je comprends ma propre valeur. Dave la regarda avec sincérité. Ne vous inquiétez pas. Une femme de votre calibre trouvera sans aucun doute quelqu'un qui vous appréciera, rassura-t-il en lui adressant un clin d'œil amusé. Beaucoup d'hommes fortunés sont à la recherche d'une véritable compagnie. Et vous, Cathy, demanda-t-il soudain, quelles sont les qualités que vous recherchez chez un partenaire? Je n'ai pas encore tout à fait compris, avoue Dave. Les apparences peuvent être trompeuses. Tout le monde finit par vieillir, alors ce qui compte vraiment, c'est de trouver quelqu'un qui a une belle âme. Tu crois que c'est important? Cathy s'esclaffe. Après tout, personne n'a jamais posé les yeux sur une âme. Tout est abstrait. On ne vit qu'une fois, alors il faut profiter pleinement de la vie. Malgré le désir de Cathy de visiter la maison de Dave, celui-ci invente une histoire pour expliquer qu'il doit rendre visite à son oncle à l'hôpital. C'est toujours la même histoire,
se réprimande-t-il sur le chemin du retour, ayant l'impression que Cathy est vendue aux enchères comme une marchandise. Malheureusement, les enchères d'aujourd'hui n'ont pas abouti, ironise-t-il en réfléchissant à ses propres expériences. Dave se souvient qu'il a rencontré Julie, sa femme. Par hasard, un contraste frappant avec ses rencontres précédentes avec des chasseurs de fortune. James avait raison, se dit-il, après des années de relations ratées, j'ai trouvé le bonheur auprès d'une femme simple et sincère. Il y a 3 ans, Dave et ses compagnons étaient en train de pêcher dans une région éloignée lorsqu'une pluie torrentielle s'est abattue sur leur jeep, qui s'est retrouvé bloqué. Cherchant de l'aide, ils sont arrivés dans un village voisin où un vieil homme les a dirigés vers Julie. Elle va vous aider, assure-t-il. Bien qu'hésitant, les hommes décident d'écouter le conseil du vieil homme. Une jeune femme grande et bronzée les accueille à la porte. « Oh, vous êtes dans le pétrin, leur dit-elle. Attendez ici, je vais m'en occuper. » Les amis regardent avec admiration Julie conduire habilement son tracteur jusqu'à la porte. « Montrez-moi le chemin », crie-t-elle par-dessus la pluie en se dirigeant vers leur véhicule bloqué. « Quelle femme remarquable !» s'exclame James, impressionné par la force de Julie. « Je ne serais pas surpris qu'elle soit plus rapide qu'un cheval au galop », remarque Dave en souriant. L'histoire ne s'arrête pas là. Après les avoir sauvés, Julie a invité les convives à prendre le thé et les a régalés de son délicieux gâteau maison. James s'est immédiatement épris d'elle, à la grande incrédulité de ses amis. Il lui rappelle qu'il s'agit d'une fille de la campagne, mais James est déterminé et déclare « Julie sera mienne », et c'est définitif. 3 mois plus tard, ils se marient. Au fil des ans, James est resté profondément amoureux de sa femme et Dave a souvent observé la tendre affection dont Julie l'entourait lors de leur rencontre. « James, chéri, mon chaton, mon cher cœur », lui disait-elle avec amour, les yeux brillants de sincérité et d'adoration. Témoin de cela, Dave désirait ardemment éprouver ce genre de dévouement de la part de quelqu'un. Il est rentré chez lui ce soir-là en gardant ses pensées à l'esprit. Vivant de façon indépendante pendant une longue période, Dave s'est éloigné de l'entreprise familiale après que son père lui a remis une participation dans celle-ci. Son père, qui s'est consacré toute sa vie à la production de vaisselle, était l'heureux propriétaire de 2 importantes usines de poterie et de verrerie. Dave a pris en charge les points de vente, mais la solitude à la maison était décourageante au milieu de l'agitation de sa vie sociale. En quête de réconfort, Dave a pris le téléphone et a appelé sa mère, exprimant le désir de prendre des nouvelles de ses parents et peut-être d'organiser une visite. Sa mère, ravie de l'appel, l'a accueilli chaleureusement. Au cours de leur conversation, des dispositions ont été prises pour une réunion le dimanche suivant. Le jour venu, Dave se rend en voiture chez ses parents et est accueilli par son père qui le serre chaleureusement dans ses bras. Le père, rempli de joie à la vue de son fils, lui fait remarquer sa longue absence. Exprimant son regret de ne pas être venu plus tôt, Dave a expliqué qu'il était pris par son emploi du temps chargé. Cependant, son père aborde le sujet de la présentation de Nicole, laissant entrevoir l'espoir d'une future belle-fille et de petits-enfants. Dave, sentant la pression, a exprimé sa frustration quant à son statut actuel de célibataire. Malgré l'affection qu'il porte à Nicole, il avoue qu'il lui est difficile de trouver une partenaire convenable pour se marier. La mère, déconcertée par cette révélation, s'enquiert du sérieux de la relation de Dave avec Nicole. Tandis que le fils réfléchit en silence à sa mère, il repense au passé de celle-ci avec son père. Bien qu'elle ait épousé son père en des temps difficiles, elle semble maintenant désirer une aisance immédiate. Le fils partage l'avis de son père et reconnaît les difficultés que sa mère a courageusement endurées avec son père. Frustré, le fils s'interroge à voix haute sur la profondeur de l'amour de sa mère face à une éventuelle ruine financière ou à une mauvaise santé. Le père, proposant une solution, a suggéré d'explorer les relations en ligne pour trouver un partenaire fortuné. Amusé, il a plaisanté sur les annonces intéressantes recherchant des prétendants fortunés pour des relations sérieuses, suggérant un désir de sécurité financière sans avoir besoin de travailler. Intrigués, ils se sont aventurés dans leur jardin où les attendait une surprise,
un parcours de golf miniature qui en disait long sur les souvenirs passés et les passions partagées, le lien entre le père et le fils, enracinés dans l'amour du golf, avait enrichi leur vie et les avait mis en contact avec d'autres personnes. Le père et le fils se réjouissaient de cet amour partagé et de la joie qu'il apportait à leur vie. Je m'efforce de pratiquer des coups difficiles sous différents angles afin d'être en mesure d'utiliser rapidement cette compétence sur le grand terrain dans toutes les circonstances. Ce jour-là, parents et fils ont eu des conversations approfondies sur les affaires familiales, la santé et les projets d'avenir. Il était réconfortant de voir Dave embrasser chaleureusement ses parents avant de leur dire au revoir, en exprimant à quel point il appréciait leur compagnie. On ne s'ennuie jamais avec vous, a remarqué Dave en soupirant. Son père, une fois de plus, a suggéré à Dave d'emménager avec eux pour partager davantage de plaisir. Refusant gracieusement, Dave explique qu'il s'est habitué à la solitude et qu'il n'imagine pas vivre avec quelqu'un d'autre. Malgré l'amour qu'il leur portait, Dave fit ses adieux à ses parents, sauta dans sa voiture et rentra chez lui à la tombée de la nuit. Il avait prévu de se rendre au bureau le lendemain, mais le beau temps l'en a dissuadé, ce qui l'a incité à faire une petite promenade en voiture. En chemin, Dave s'arrête près de Central Square. Observant les gens qui se promènent, intrigué par une agitation, il découvre une jeune fille qui récite de la poésie avec une intensité captivante. Séduit par sa performance, Dave se demanda si elle récitait des œuvres de poètes modernes. Les poèmes sincères de la jeune fille ont trouvé un écho dans la foule, qui l'a incité à la soutenir en déposant des pièces dans la boîte à dons, ce qu'a reconnu un observateur âgé en louant son talent remarquable. Hurrah, la jeune fille rougit d'embarras et jette un regard vers le bas. Vêtue d'un vieux pull usé et d'un pantalon délavé, ses cheveux tressés en deux nattes semblent ne pas avoir été lavés depuis longtemps. Remerciant gracieusement toutes les personnes présentes, elle remue nerveusement les mains pour attraper une boîte, puis prend un bâton et s'en va. Est-elle sans domicile fixe, se demanda Dave. Pourtant, elle semblait se diriger quelque part, ce qui impliquait qu'elle devait avoir un endroit où se sentir chez elle. Dave balaya la pensée de la petite fille et changea rapidement de direction, contournant la place jusqu'à ce qu'il soit presque arrivé à sa voiture. Soudain, son téléphone sonna et une voix se fit entendre. « Bonjour, chérie, c'était Nicole, on ne se voit pas aujourd'hui ?» Lassé, Dave répondit, « Prévoyons demain, j'ai eu une journée mouvementée et j'ai besoin de repos. Nicole, tu me manques beaucoup », s'exclama-t-elle d'un ton boudeur, « Tu es toujours trop occupé pour moi, Dave, cela ne fait qu'une semaine que nous sommes rentrés de Dubaï. » Irrité, il rétorque, « J'ai des choses importantes à faire, Nicole. Ce n'est pas comme si tout se résolvait tout seul, tu sais. » D'accord, ne vous fâchez pas, rencontrons-nous demain, dit-elle d'un ton taquin, j'attendrai avec impatience. Le lendemain s'avéra extrêmement mouvementé pour Dave. Réticent à retrouver Nicole pour cause d'épuisement, il accède néanmoins à son insistance, « Tu ne m'aimes pas du tout ?» mime-t-elle en versant de fausses larmes alors qu'ils sont assis l'un en face de l'autre dans le restaurant. « Je te désire ardemment, et pourtant j'ai l'impression que tu ne tiens pas compte de mes sentiments, Dave. » Nicole, voyons, dit Dave avec irritation, j'ai une multitude d'obligations à remplir, penses-tu que les affaires s'arrangent d'elles-mêmes ? Pourquoi ne pas envisager d'emménager ensemble ? Suggéra Nicole timidement. Si notre amour est vrai, pourquoi devons-nous supporter cette séparation ? L'homme la regarde et lui dit doucement, Nicole, je comprends tes sentiments, mais je ne suis pas encore prêt à franchir cette étape, est-ce que cela va te faire de la peine ? Elle, fidèle et résolue, répondit, j'attendrai patiemment ton retour à la maison, où je te nourrirai d'affection et de dévouement chaque jour, ma chérie. Je t'aime, mon chéri, pourquoi compliquer les choses ? Il tente de détourner la conversation en suggérant, une fois que tu viendras vivre avec moi, des soucis inutiles pourraient survenir. Nous pourrions nous retrouver en conflit, et tu ne voudrais certainement pas que nous soyons éloignés l'un de l'autre, n'est-ce pas, Nicole ? Nicole, qui l'observait attentivement, déclara, je te chéris profondément. Je ne peux pas supporter d'être séparé de toi, maintenons notre situation actuelle, pourquoi s'encombrer d'ennuis inutiles ? L'homme répondit avec lassitude,
Je veux m'assurer de tes intentions sincères, Nicole. Nicole, furieuse, demande, fais un choix, soit tu me demandes en mariage, soit je m'en vais. Le cœur lourd, Dave répond, pourquoi toute cette mise en scène? Nicole, sans un mot, se détourne et s'en va. Dave s'attarde un moment dans le café, contemplant la situation, dépité mais résolu, il se résout à l'inévitable séparation avec Nicole. Que diriez-vous d'un voyage en train? Propose Dave lors de la prochaine réunion entre amis, qu'il, agité, rétorque, tu plaisantes? Suggères-tu aussi que nous voyagions en voiture? Tu n'apprécies pas le romantisme, qu'il? Pourquoi es-tu si contrarié aujourd'hui? Demande Jacques d'un air surpris, il s'est passé quelque chose qui te tracasse? C'est à cause de toi, marmonna qu'il, frustré, tu as fait une prophétie. J'aurais préféré que tu te taises, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous, s'il te plaît, demanda Dave. Lilian est à nouveau enceinte, s'exclama qu'il. C'est de ta faute et des blagues de ton équipe de foot. C'est une excellente nouvelle. Félicitations. James exprime sa joie, tu devrais être heureux d'une telle bénédiction. Au fait, pourquoi te stresser? Vous avez plus qu'assez d'argent, dit Dave en riant. Vos enfants sont bien pris en charge par le gouvernement. Mais ils sont si bruyants, persiste qu'il, on ne peut jamais échapper à leur énergie. Avec 10 pièces dans la maison, ils sont partout. C'est vrai, reconnaît James. Les enfants ont besoin d'être actifs et de jouer. Vous ne jouez pas avec eux, demande Dave. Si, répondit qu'il avec colère, mais pas 12 heures par jour. Je rentre à la maison épuisé par le travail, et c'est comme un zoo. Je ne peux pas imaginer comment la nounou et ma femme les gèrent. J'aimerais avoir un tel chaos, soupire tristement Jacques. J'ai envie d'avoir des enfants, même 4 ne serait pas de trop. Quand Lilian accouchera, je prendrai volontiers le bébé, proposa qu'il. Revenons à notre plan, reprit Dave. Comment allons-nous voyager pour la partie de pêche? En avion, bien sûr, déclarent ensemble les amis. Nous ferons une escapade romantique au bord du lac et dans la forêt sauvage. Les billets furent achetés et le jour du départ arriva enfin. Khalil est presque arrivé en retard, car il a joyeusement salué ses amis. Au fait, j'ai pensé à quelque chose, commença-t-il, et si Lilian avait des jumeaux? Dave ne peut s'empêcher de rire à cette idée. Ferme-la, Dave, crie Khalil, les mots ont du pouvoir, alors sois gentil avec ton vieil ami. Tu as failli rater notre vol parce que Lilian ne t'a pas laissé aller à la pêche, s'esclaffe James. Elle voulait commença l'homme avec colère, j'ai même oublié comment ça s'appelle. De quoi les femmes enceintes ont-elles envie en général, des cornichons ou des oranges? James rit. Non, ma femme a envie d'artichauts, s'étouffe Khalil, elle n'en a jamais mangé auparavant et maintenant je dois lui en trouver un où je suis grillé. Je courais dans les magasins comme un fou, ils se moquaient tous de moi et elle était hystérique. Eh bien, cela suggère définitivement des jumeaux. Dave a essayé de parler sérieusement mais n'a pas pu retenir son rire. Si nous avons des jumeaux, je les déposerai chez toi et tu seras leur père adoptif. Je propose qu'on les sépare, propose James. Un pour toi, un pour moi. 4 heures plus tard, les amis étaient dans la nature, prêts pour leur partie de pêche. Ils avaient prévu de pêcher d'abord dans le lac, puis de se rendre à la rivière qui mène à la mer. S'il n'y avait pas ces moustiques qui dérangeaient Khalil, j'aurais pu fuir l'emprise de Lilian ici, mais peu importe qu'elle me dévore chez moi ou ici. Mais ici, tu partiras en tant que figure héroïque, dit Dave en riant, nous t'honorerons à titre posthume avec une inscription qui dira honneur et gloire à un père de nombreux enfants. Vous n'apprenez jamais, n'est-ce pas? S'emporta l'homme. Je vais vous donner une leçon, je dois être si repoussant que même les poissons ne veulent pas mordre à l'hameçon, dit Dave en plaisantant. Pas de problème, nous allons devoir réfléchir à un plan plus complexe pour vous, qu'il marmonne, je vais te déshabiller et t'attacher à un arbre. Tu seras un délicieux festin pour les moustiques. Ça ne marchera pas, rétorque Dave, as-tu oublié que toutes les femmes me trouvent irrésistible? De plus,
Seules les femelles moustiques piquent, et elles voudront juste m'embrasser. Tu vis dans un fantasme. Se moque James. Tes charmes ne fonctionneront pas quand nous serons dans une situation aussi critique. Le groupe d'amis passa 3 jours inoubliables ensemble, et il en restait encore un. Alors que le téléphone de Dave sonne, la voix de Nicole traverse la ligne en pleurant. « Pourquoi ne m'as-tu pas contacté ? Tu as dit qu'on se séparait. » Perplexe, Dave répond « Je ne peux pas supporter d'être sans toi. Je t'aime. On peut se voir ? » Je ne suis pas à la maison en ce moment, explique calmement Dave. Nous sommes partis pêcher loin d'ici. Nous serons de retour demain soir. Quand reviendrez-vous ? Demanda Nicole avec insistance. Avec un peu de chance, nous serons de retour demain soir. Prévoyons de nous rencontrer le lendemain, propose Dave. Après l'appel, Qu'il et James échangèrent des regards complices, observant Dave avec curiosité. Au fil des ans, elle a peut-être imaginé votre richesse, réalisant qu'elle ne pouvait pas sortir un joyau comme vous, soupira James. Au début, j'ai attribué cela à la malchance de ma première épouse, mais comme ma deuxième femme présentait les mêmes caractéristiques, les doutes se sont installés. Lorsque j'ai pris la troisième, mes attentes se sont amenuisées, malheureusement non satisfaites. Toutes les femmes sont-elles faites de la même étoffe ? Dave s'indigne. N'y a-t-il personne qui ressemble à Lilian ou à Julie ? Pourquoi la malchance s'accroche-t-elle à moi avec autant de persistance ? La frustration de Dave s'apaise lorsqu'il le console en lui disant « Ton heure arrivera, elle t'appellera au bonheur. Il se peut que ce soit une personne inattendue qui capture votre cœur, rendant la vie incomplète sans elle. » Un tel amour peut-il vraiment exister ? Dave réfléchit doucement. J'aspire à un tel amour, mais peut-être suis-je incapable d'aimer. Qu'il rétorque, oublie ces notions. Vous êtes simplement piégé par des prédateurs qui se font passer pour des femmes. Cherchez les vrais. Il semble que même une jeune fille de 10 ans rêve d'opulence. Fournissez-leur des richesses, et elles les épuiseront en un rien de temps, cherchant à en obtenir davantage, spécula Dave. James ajouta, toutes les femmes ne se ressemblent pas, tu veux parier le dessus ? Dave s'emballa, je trouverai quelqu'un de moyen ou d'indigent, et je parie qu'elle dilapidera toutes les richesses en un clin d'œil. Qu'il tendit la main avec une proposition, lançons un défi, combien êtes-vous prêt à parier ? Les yeux de Dave brillent d'ambition et il suggère, parions 100 000. Si tu gagnes, tu m'achètes une nouvelle voiture, et si je perds, tu m'épouses ce mois-ci, proposa James. D'accord, dit Dave en riant, mais si je perds, ce qui est très improbable, je choisirai moi-même ma future femme. Qu'il acquiesce, à notre retour, nous commencerons tout de suite. On va s'éclater, même une petite fille ne pourra pas résister à mon argent, dit Dave avec un clin d'œil malicieux. Tu devrais peut-être offrir l'argent à Nicole, dit Jack en le taquinant. Tu ne perdras certainement pas, se moque Nicole, rejetant la suggestion d'une expérience équitable. Choisissons un observateur impartial, suggéra-t-elle. Dave avait besoin de temps pour y réfléchir. Désireux de se reposer à son retour, Dave reçut un appel surprise de Nicole ce soir-là et décida de lui rendre visite le lendemain. Alors que Dave arrive chez Nicole pour le déjeuner, elle se précipite pour l'accueillir avec enthousiasme. « Entre, je t'attendais, » dit-elle, superbe dans une robe élégante et des cheveux magnifiquement coiffés. Du vin et des amuse-gueules sont disposés sur la table. Nicole dit joyeusement en versant le vin dans leur verre, « C'est le moment de se réconcilier. » Je dois conduire et je ne peux pas rester longtemps, dit Dave. Nicole se sentait mal à l'aise, essayant d'utiliser ses meilleurs charmes de séduction pour le retenir. Elle pensait avoir presque réussi lorsque le téléphone de Dave l'interrompit. « J'arrive tout de suite, » répondit Dave, « je m'excuse, j'ai une urgence professionnelle à régler. »« Oh non !» s'écria la femme en colère alors qu'il partait, « Tu ne m'échapperas pas, Dave. » Nicole avait déployé des efforts considérables pour captiver Dave, tout en sachant que ce ne serait pas facile. Elle avait déjà failli épouser un homme riche, mais son ami le lui avait ravi au fil des ans.
Cela l'avait rendue plus rusée et plus prudente, mais Dave s'était avéré être un dur à cuire. Le jeu de l'amour l'avait épuisée avec le temps, et elle avait espéré que Dave la demanderait enfin en mariage de tout cœur après avoir posé un ultimatum. Il s'est avéré qu'elle se trompait. « Ne crois pas que tu puisses m'échapper, dit-elle, les yeux brillants de détermination. Je t'assure, Dave. Dave quitte précipitamment l'appartement de Nicole et se précipite vers sa voiture. Il démarre le moteur et s'en va. Heureusement que Khalil m'a appelé, se réjouit-il, sinon, j'aurais pu retomber dans son piège, et c'est la dernière chose que je souhaite. En se promenant en ville, Dave finit par garer sa voiture et s'enfonça dans une rue, arrivant sans le savoir sur une place familière. Soudain, il aperçoit la même jeune fille solitaire qui récite de la poésie. Incapable de résister, Dave demande qui a écrit les vers. La jeune fille semble gênée et ne répond pas tout de suite, mais après avoir pris une grande inspiration, elle se remet à réciter. C'est étrange, se dit Dave. Peut-être qu'elle est aussi sourde. Resté là un moment de plus, il trouva les poèmes profondément émouvants, remplis à la fois de douleur et de beauté. Dans la boîte à dons, l'homme dépose gentiment quelques billets. Curieux de savoir comment elle utiliserait l'argent, il l'imagine dépensant sans compter. Avec un sourire confiant, il décide de lui donner l'argent, convaincu qu'elle l'épuisera en un mois. Enthousiasmé par son plan audacieux, il s'esclave pendant le week-end. Le groupe d'amis s'est réuni à la résidence du père de Dave pour une partie de golf. Dans une ambiance joyeuse, Dave s'enquiert de l'opinion de Lillian sur les blagues de l'AR, tandis qu'il s'amuse à faire la moue. À leur grande surprise, les blagues se sont avérées très agréables. D'abord hésitante à goûter les artichauts, Lillian finit par les savourer avec délice. Cependant, un nouveau défi est apparu lorsqu'elle a exprimé le désir de manger du durian, ce qui a fait grimacer James à cause de son arôme piquant. Bien qu'il l'ait mis en garde contre sa forte odeur, elle est restée inflexible sur son envie de l'essayer. Frustré, l'homme évoque ses tentatives infructueuses pour la dissuader de regarder des émissions de cuisine et de voyage en raison de ses envies imprévisibles. À bout de nerfs, il s'est interrogé sur la prochaine demande qu'elle pourrait faire, remarquant ses préférences gustatives particulières. Déconcerté, James a suggéré qu'elle pourrait tout aussi bien adopter des goûts non conventionnels comme les anchois, les olives, le crabe ou d'autres aliments typiquement désirés par les femmes enceintes. Choqué par son penchant pour les piments habanero, même sans pain, qu'il exprime son incrédulité. Sur le ton de l'humour, Dave a dit qu'il devait s'agir de jumeaux, peut-être des garçons. Le groupe partage un rire avant que Dave ne poursuive ses réflexions. Je voudrais parler de notre accord. J'ai l'intention d'apporter une aide financière à une jeune fille qui semble avoir 10 ou 11 ans et qui vit dans la pauvreté. Elle ressemble à une mendiante. Il semble certain que vous sortirez vainqueur de ce pari, fit remarquer Ked d'un geste. Ce serait sans doute plus avantageux pour Nicole. Elle n'hésiterait pas à dépenser l'argent immédiatement, ajouta-t-il avec un petit rire, acceptant les termes du pari. James soutint son ami, suggérant que le résultat inverse pouvait aussi être vrai, que sans expérience préalable dans la manipulation de l'argent, la fille pourrait ne pas savoir comment l'utiliser, ce qui résulterait finalement en sa victoire. En effet, les malheurs de Nicole sont évidents, déplore-t-il, soulignant qu'elle a déjà connu des difficultés. Tu as failli tout gâcher, a-t-il ajouté en exprimant sa déception à propos d'une récente rencontre avec la jeune fille. Elle a essayé de me charmer l'autre jour, s'exclame Dave d'un ton dépité. Si tu n'avais pas été là, elle aurait peut-être réussi, reconnaît-il, reconnaissant de l'intervention opportune. Alors que la journée touchait à sa fin et que la lumière du soleil commençait à décliner vers l'horizon, les amis s'en allèrent, satisfaits d'avoir passé un agréable moment ensemble. Comment comptes-tu lui remettre l'argent, demanda-t-il avec curiosité en entrant dans sa voiture. Nous devons l'approcher de manière sincère, sans aucun soupçon de tromperie, insista Dave calmement, proposant un plan pour offrir de l'aide en exprimant un intérêt pour la poésie de la jeune fille. Abordons-la d'abord ensemble et déterminons ensuite la meilleure marche à suivre, suggéra-t-il. C'était un dimanche après-midi tranquille, les gens se promenaient et réfléchissaient aux risques liés à l'offre d'une aide financière à une jeune enfant.
Le groupe d'amis décide de bien évaluer la situation avant de prendre une décision. Ils s'approchent de la place publique où une petite foule s'est rassemblée autour d'une enfant qui captive tout le monde par sa performance. C'est vraiment impressionnant, ce doit être un classique, chuchote Kyle, et elle a une voix si puissante, remarqua James. La jeune mendiante continua à réciter des vers, suscitant de plus en plus d'applaudissements de la part du public. Lorsqu'elle eut terminé, quelqu'un applaudit et exprima sa reconnaissance en jetant de l'argent dans sa boîte de collecte. Prenant un moment pour se reposer et boire une gorgée d'eau, la jeune fille semble à l'aise. James propose un plan. Plutôt que de lui donner de l'argent en public, il devrait la suivre et lui apporter l'aide dont elle a besoin plus discrètement. Dave accepta, suggérant qu'ils observent ses mouvements jusqu'au soir, lorsqu'elle repartirait probablement chez elle. Attendant patiemment dans un café voisin, les amis se remémorent leurs rencontres passées et partagent des rires sur des anecdotes amusantes. De retour sur la place vers 19h, ils constatent que la jeune fille est déjà partie. « Oh, elle a dû partir tôt aujourd'hui », s'exclame Dave. Déçu mais déterminé, ils s'interrogent sur la suite à donner à leur action, regrettant d'avoir manqué l'occasion de l'aider. « Elle nous aurait attendu ici jusqu'au matin », déclara-t-il avec assurance, et il s'interrogea sur notre plan de secours. Qu'il expira de déception en disant que Nicole ne refuserait certainement pas de les accompagner, alors que Dave la réprimandait pour sa paresse. Il croyait fermement qu'elle avait toutes les ressources nécessaires, mais qu'elle refusait simplement de faire des efforts. Nicole semble désirer un mode de vie luxueux et sans effort. « Je préfère assister cet enfant », affirme-t-il. Le groupe décide de retenter sa chance le lendemain à 6h. Arrivés en avance sur la place, ils garent la voiture plus près. Ils observent l'enfant qui récite des poèmes pendant une trentaine de minutes avant de rassembler ses affaires et de s'éloigner avec un bâton. « Suivons-la discrètement », suggéra James en mettant ses amis en garde contre l'ouïe fine de la fillette. En suivant prudemment la jeune fille, ils essayèrent de ne pas faire de bruit, mais elle détecta tout de même leur présence. « Il y a plusieurs personnes qui me suivent », pensa-t-elle anxieusement, réfléchissant à un moyen de s'échapper. Priant pour que les piétons détournent le regard, elle se prépara à crier si nécessaire. Cependant, le groupe persiste à la suivre. Se sentant menacé, Audrey décida qu'il serait plus sûr d'affronter les individus plutôt que de les conduire à l'endroit où elle vivait avec Rebecca. Soudain, elle s'arrête et demande avec appréhension, « Qui êtes-vous? Pourquoi me suivez-vous » ? « Ne vous inquiétez pas, » lui assura calmement James, « nous ne vous voulons aucun mal. Nous voulons vous aider. » Nous avons hésité à offrir notre aide sur une place très fréquentée. Les hommes s'approchèrent de la jeune fille tremblante qui serrait ses affaires avec protection. « S'il vous plaît, ne me touchez pas, » plaide-t-elle en pleurant. « Si vous souhaitez prendre l'argent, nous n'attendons rien en retour de votre part, » rassure qu'il. « Nous voulions vous donner cet argent par gentillesse. Notre but est de vous aider. Nous voulions simplement éviter d'attirer l'attention sur nous ici. » Dave lui tendit un sac d'argent et lui dit, « Prenez-le, mais soyez prudente et gardez-le caché chez vous. Il vous permettra de vous nourrir et de vous vêtir. Notre richesse nous permet d'offrir cela sans frais. » La jeune mendiante remua nerveusement ses mains, examinant le sac avec circonspection. En l'acceptant, elle exprima sa gratitude avant de s'éloigner. « Puis-je vous demander votre nom ?» Dave l'appela, mais elle hésita un instant avant de s'éloigner. « Oh là là, je n'aurais jamais imaginé me retrouver à courir après quelqu'un pour lui donner de l'argent, » remarqua James en s'essuyant le visage. « C'est un véritable renversement des rôles, » acquiesce Dave. « C'était vraiment une rencontre indescriptible. Je ne peux m'empêcher d'avoir pitié de l'enfant, elle semblait si effrayée que j'aurais voulu lui offrir une étreinte réconfortante. Habite-t-elle seule? Peut-être aurions-nous dû l'escorter, vu la détresse qu'elle affichait, suggéra James avec une pointe de regret. Mais elle ne l'aurait peut-être pas apprécié, ajouta-t-il. La situation leur tiraillait le cœur, alors qu'ils réfléchissaient au contraste saisissant entre leur vie privilégiée et le dénuement dans lequel se trouvait la jeune fille. De retour chez eux, les amis sont remplis d'émotions contradictoires, un sentiment de satisfaction pour leur acte de bonté,
mais aussi une lourdeur persistante après la rencontre. La vue de la jeune fille avait suscité en eux une profonde empathie, laissant un impact durable dans leur cœur, Dave exprima soudain son inquiétude, considérant la possibilité que des gitans l'aient forcée à mendier ou qu'elle ait eu un père violent. Ce n'est pas l'argent qui me préoccupe, c'est le bien-être de l'enfant. Pendant ce temps, Audrey s'approche de la maison, serrant son sac contre sa poitrine en dévalant les marches pour rejoindre Rebecca au sous-sol. « Regarde, Audrey, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac ?» demande Rebecca à voix basse, étonnée par son contenu. « Où as-tu trouvé ça ?» Audrey, visiblement ébranlée, raconte sa rencontre avec des individus plus tôt dans la journée. « J'étais poursuivie par un groupe de personnes, 3 hommes pour être exact. Ils me suivaient, par peur, j'ai pensé qu'ils voulaient mon argent. J'ai décidé de le leur remettre pour éviter qu'ils ne découvrent où nous nous trouvions. Cependant, à ma grande surprise, ils n'ont rien exigé et m'ont proposé leur aide. L'un d'eux a précisé qu'il hésitait à me donner l'argent ouvertement, car cela pourrait attirer les voleurs. S'excusant de m'avoir surpris, ils m'ont remis ce sac et sont partis. Ils ne t'ont rien demandé, demande sa sœur inquiète. Rien, affirme Audrey. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, demande Rebecca. Attendons un peu, suggère Audrey, c'est peut-être de l'argent caché par des bandits qui cherchent à se mettre en sécurité chez nous. Vous devriez le dissimuler dans un endroit discret. Si personne ne se manifeste d'ici un mois, nous pourrons décider de la marche à suivre. Sa sœur acquiesça. Je vais le cacher sous le plancher. Elle lui révèle alors leur cachette secrète où elles ont mis à l'abri la précieuse bague en or de Rebecca et une somme de $1000 offerte par leur père. La sécurité d'Audrey est assurée par leurs économies. Curieusement, Rebecca s'enquiert des voix de leur ravisseur alors qu'ils s'installent pour la nuit. Le ton était-il dur? L'incertitude plane dans l'air. J'étais tellement effrayée que je n'arrivais pas à faire la différence, répond Audrey. Pour moi, l'un d'entre eux semblait jeune et avait une voix agréable. Un autre était un peu plus bourru, mais dégageait de l'empathie et de l'inquiétude. Le troisième homme ressemblait à une figure paternelle, probablement l'aîné. Ses paroles traduisaient une affection paternelle, dénuée de toute hostilité. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Se demande Rebecca à voix haute. Laissons ces pensées pour l'instant, il se fait tard et tu dois être épuisé, ajoute-t-elle. Une voix d'enfant l'interrompt, tu n'as pas sommeil, Rebecca? Te souviens-tu de notre mère, peux-tu partager des souvenirs d'elle? Audrey se souvient de leur mère avec affection. Elle attendait ton arrivée avec impatience, alors papa et moi sommes sortis pour t'acheter des vêtements. Je me souviens très bien de ton affection pour un ensemble particulier orné de motifs de papillons exquis sur un haut et un pantalon d'un blanc immaculé. Nous étions tous ravis de ton arrivée. Maman a-t-elle assisté à ma naissance? Demande la petite fille avec enthousiasme. Malheureusement, non, soupire Rebecca. Elle est tombée dans le coma et n'a jamais repris conscience. Le 3e jour, nous l'avons perdue. J'aurais aimé que tu puisses la rencontrer, pleure l'enfant. Même si elle était encore parmi nous, tu ne te souviendrais pas d'elle, chère sœur, a consolé Audrey. Un jour, tout changera et nous résiderons à nouveau dans un grand manoir. Elle caresse tendrement la tête de la jeune fille. Accrochons-nous à ce rêve? D'accord? Un endroit avec un jardin et des balançoires, commence Audrey, et j'aimerais bien avoir un chien et un chat aussi. Tu verras, rassure la jeune fille d'un ton apaisant, j'ai l'impression qu'un jour tu retrouveras la vue, et je serai là pour ça, se réjouit Audrey. Sinon, tout est flou devant mes yeux, et puis c'est presque l'obscurité. C'est comme ça tout le temps, reposons-nous, ma chérie. Bonne nuit, Rebecca, dit doucement Rebecca en caressant la main de sa sœur. Sur ce, elle ferma les yeux et des larmes coulèrent silencieusement le long de ses joues. Elle reconnaît qu'elle devrait être heureuse parce que le printemps est arrivé, apportant l'espoir d'une période plus facile à venir. Cependant, contrairement à Audrey, Rebecca est assez mûre pour savoir que l'hiver reviendra inévitablement, apportant avec lui de nouveaux défis. Une fois de plus, Rebecca pense à ses parents. Rebecca, dépêche-toi, lui dit son père, sinon tu seras en retard à l'école.
Finissant son petit déjeuner sans enthousiasme, Rebecca prit son sac à dos et se dirigea lentement vers la voiture. « Si seulement je n'étais pas obligée d'aller dans cette affreuse école, murmure-t-elle avec dépit, je pourrais passer toute la journée à écrire des poèmes. » À l'âge de 8 ans, un génie naissant émerge en Rebecca, et elle se consacre sans relâche à l'écriture. Au début, ses parents n'y prêtent guère attention, mais un jour, alors que sa mère range sa chambre, elle tombe sur le journal d'écriture de Rebecca. Cette découverte la laisse pantoise. « Bernard, il faut que tu lises ça, s'exclame-t-elle, incrédule, c'est exceptionnel. » L'homme tient le carnet dans ses mains et commence à lire, ses yeux s'écarquillant à chaque instant. S'arrêtant, il jette un coup d'œil à sa femme et s'exclame « Chérie, elle est incroyablement douée. » Comment une simple enfant pouvait-elle écrire des poèmes aussi captivants, à l'âge de 15 ans? Rebecca a déjà reçu de nombreux prix prestigieux pour son travail exceptionnel. Ses parents, reconnaissant son don, ont soutenu et encouragé sa passion pour la poésie sans intervenir. Rebecca trouve le vrai bonheur dans son métier, même si elle méprise l'école à cause de quelques professeurs qui ignorent et déprécient son talent. Après avoir obtenu son diplôme, Rebecca a poursuivi des études de littérature à l'université, se plongeant dans ses études. Un jour fatidique, tout a changé dans sa vie, provoquant un changement de perspective. Alors que Rebecca sombrait dans un sommeil réparateur, sa sœur Audrey, malgré sa déficience visuelle, s'est réveillée tôt pour s'occuper d'elle. Audrey a gentiment rangé et préparé le petit déjeuner, consciente de la faible luminosité de la pièce où Rebecca travaillait toujours. Installée près de la petite fenêtre pour un meilleur éclairage, Rebecca partagea avec enthousiasme son dernier quatrain avec Audrey, lui demandant son avis. « Qu'en penses-tu ? J'ai l'intention de le terminer aujourd'hui, et nous pourrons le peaufiner demain, » dit-elle avec enthousiasme. Audrey a apprécié la remarquable poésie de sa sœur, admettant que les vers évoquaient à la fois des larmes et de la joie, en résonance avec les éléments de leur famille aimante. Savourant ensemble un petit déjeuner simple composé de thé et de pain, les deux sœurs profitent d'un moment de tranquillité avant le départ d'Audrey. Si Audrey pouvait être témoin de leurs conditions de vie, elle serait probablement accablée par la dure réalité de leur situation. Audrey et Rebecca habitent actuellement au sous-sol d'une ancienne maison délabrée qui a été désertée par ses occupants 7 ans auparavant. Les fenêtres des pièces à vivre, qui n'ont pas été touchées, sont fissurées et procurent une chaleur réconfortante en hiver. La lumière faible mais suffisante d'une petite fenêtre éclairait les tâches de Rebecca. Étonnamment, elles sont tombées sur une prise électrique fonctionnelle pour un usage technique, ce qui leur a permis de préparer du thé chaud. La découverte par Audrey d'une théière parmi les objets jetés près des poubelles a réjoui Rebecca, rendant leur deuxième hiver au sous-sol plus supportable. Pendant ce temps, Audrey, armée de sa canne, se dirige lentement vers la place du village. Malgré sa mauvaise vue, ses récitals de poésie captivants lui valent l'admiration de beaucoup, ce qui laisse penser qu'ils auraient pu réunir suffisamment d'argent pour louer un appartement, si ce n'était de sa déficience visuelle. Audrey a connu de nombreux cas de tromperie, des personnes prétendant déposer seulement 5 $ dans sa boîte de collecte alors qu'elle lui escroquait 50 ou 100 $. Ils avaient du mal à joindre les deux bouts et pouvaient à peine se permettre d'acheter du pain et d'autres produits de première nécessité. Se dirigeant vers la place avec précision à l'aide de sa canne, Audrey monte les marches vers le monument. Posant sa boîte de collecte devant elle, elle commence à réciter ses poèmes. Malgré sa vue limitée, elle avait développé un sens aigu de la détection de la présence des gens, une aptitude qui ne lui a jamais fait défaut. Alors qu'elle était debout, elle sentit un groupe d'individus s'approcher d'elle, glissant discrètement quelques papiers dans sa poche. 1 heure plus tard, un grondement de tonnerre retentit, signalant l'arrivée imminente de la pluie. La jeune fille, anticipant l'averse, rassemble ses affaires et se réfugie dans la cave d'un immeuble voisin. Bien que la porte soit fermée, les marches couvertes la protègent de la pluie. Bientôt, le bruit des gouttes de pluie frappant le toit en plastique retentit et une forte averse commence. Audrey a écouté la pluie, imaginant la voix de sa mère qui s'y mêlait, sachant que sa sœur aînée, Rebecca, faisait de son mieux pour combler l'absence de leur mère. Mais qu'elle avait du mal à le faire en raison de ses handicaps physiques. Audrey a réfléchi à leur passé de sans-abri pendant plus de 3 ans,
réalisant à quel point le temps avait passé vite. Elle se souvient avec nostalgie de certains éléments de leur ancienne maison, même si sa vue déclinante voile désormais son passé dans l'obscurité, ne lui laissant que des souvenirs fugaces de son père. La pluie s'étant calmée, Audrey sortit de sa cachette et se dirigea vers le magasin. « S'il vous plaît, puis-je avoir du pain, 4 saucisses et un biscuit ?» demande-t-elle en tendant le paiement à la vendeuse. En acceptant les courses que lui tend la femme mûre, elle glisse discrètement un billet de $100 dans sa poche. « Il y aura de la monnaie ?» demande l'enfant en tendant la main. « Ce n'est pas assez. »« Je t'ai donné les saucisses en cadeau », propose la vendeuse. Reconnaissante, la fillette la remercie et s'en va. Alors qu'elle s'approche de la maison, la pluie recommence à tomber. Audrey, trempée, enfila des vêtements usés et transporta sa tenue et quelques affaires de Rebecca à l'extérieur pour qu'elles soient lavées par la pluie. C'est ainsi qu'ils lavaient leurs vêtements après une averse. Après avoir essoré les vêtements et les avoir suspendus pour qu'ils sèchent, ils s'attablent pour un modeste repas. « Nous avons des saucisses ce soir », annonça joyeusement la jeune fille. Ils dînèrent ensemble, puis elle se lança dans ses études. La nuit tombe sur leur humble demeure. Audrey est réticente et se couche rapidement, tandis que Rebecca, comme d'habitude, peine à trouver le sommeil. Pendant la journée, les pensées de ses parents traversent rarement l'esprit de Rebecca. C'est une période de créativité et d'écriture pour elle. Cependant, la nuit lui apporte un profond sentiment de solitude, un rappel brutal de leurs épreuves passées. Le médecin explique que la déficience visuelle d'Audrey est probablement due à une complication à la naissance ou à une erreur médicale. La chirurgie est la seule solution viable, mais elle ne peut être pratiquée avant qu'elle n'ait atteint l'âge de 5 ans. Le père s'est déclaré prêt à couvrir les frais, désireux de rendre la vue à sa fille. Cependant, le médecin l'avertit qu'une telle procédure nécessite d'attendre qu'Audrey soit majeure. Le médecin l'a regardé fixement et lui a dit qu'il n'était pas possible d'effectuer l'opération avant l'âge de 5 ans. Le père, décontenancé, s'exclame « Oh mon Dieu ! Il faut donc s'attendre à une attente de plus de 3 ans. » Audrey était presque aveugle depuis sa naissance en raison d'un accouchement complexe et du décès de sa femme. Leur père Bernard a donc consacré tout son temps et ses soins à ses filles dès leur plus jeune âge. Il s'est révélé être une personne intelligente, qui a commencé par être l'assistant d'un maître en réparation d'appareils électroménagers. Par la suite, il s'est lancé dans l'électronique et a créé sa propre et modeste entreprise. Quelques années plus tard, il a acquis une maison dans la banlieue. Il était alors déjà marié et sa fille Rebecca était étudiante. Bien qu'ils ne soient pas riches, ils ont tout ce dont ils ont besoin. À l'étonnement de ses parents, Rebecca dévoile dès son plus jeune âge un talent qu'il cultive assidûment. À l'âge de 14 ans, sa mère est à nouveau enceinte, un moment très attendu par toute la famille. Rebecca consacre des poèmes à son futur frère ou sa future sœur. Les larmes aux yeux, elle murmurait souvent « J'aimerais pouvoir remonter le temps à ses parents aimants ». Alors que la pluie tombe à verse, la jeune fille s'endort. Souvent, elle fait le même rêve, solitaire sur un pont, elle entend une voix qui l'appelle. En se retournant, elle aperçoit ses parents qui s'approchent, ils la pressent. « Rebecca, viens. Arrête-toi. » Bien qu'il ne puisse pas s'attarder, il la rassure en lui disant qu'elle ne sera pas seule. « Nos chers amis seront envoyés pour vous aider, chère maman. S'il vous plaît, ne nous quittez pas », s'écria la jeune fille, alors que ses parents commençaient à s'éloigner. « Je vous aime tant. Ton affection te reviendra », fit écho la voix de son père. « Je sais que c'est un homme bon. Il s'occupera de toi. » « Je l'ai déjà prévenu », rassura le père. Rebecca poursuit les apparitions. « Qui est-il » se demanda la jeune fille en se réveillant, essuyant la sueur de son visage. Rebecca avait fait ce rêve à plusieurs reprises, mais à chaque fois, il suscitait en elle des émotions fortes. « Audrey » murmure-t-elle. « Tu es déjà réveillée » Audrey répondit « J'avais prévu de ranger pendant que tu te reposais encore. »« Je vais faire du thé maintenant, Audrey » ajouta-t-elle. « S'il vous plaît, si vous sentez qu'il commence à pleuvoir, mettez-vous immédiatement à l'abri. Prenons un jour de congé aujourd'hui, Rebecca. Ne t'inquiète pas,
je vais bien, rassure Audrey, la sœur cadette, plus pragmatique malgré son âge, n'espère guère de miracle. Elle a compris que l'obtention des fonds nécessaires à l'opération serait le moyen de sortir de leur situation actuelle, son désir le plus profond. Je m'en vais, appelle la jeune fille en tapant sa canne contre le mur. C'était dimanche et Audrey passait une bonne journée. Elle sentait que des gens se tenaient à proximité et qu'on déposait des pièces dans sa boîte de collecte. La journée devenant de plus en plus chaude, la foule se dispersa et la jeune fille s'assit sous le monument. Tout à coup, Audrey sentit un léger contact. « C'est toi, Archie ?» murmura-t-elle en tendant la main pour caresser la créature duveteuse. « Tu es parti depuis si longtemps. »« As-tu été occupé ?» demanda Audrey en le caressant affectueusement. Archie répondit par un aboiement joyeux, la reconnaissant avec joie. Il lui donna un coup de coude dans les mains, puis s'assit, posant ses pattes sur les siennes. Audrey lui caresse tendrement la fourrure et lui fait remarquer « Tu es un travailleur si assidu. » Elle glousse doucement « Tu as dû être très occupé avec tes amis qui traînent dans les décharges, n'est-ce pas ?» Le chien s'attarda un instant près d'Audrey, aboyant avant de s'éloigner. Archie ne l'avait jamais supplié de lui donner des friandises. Peut-être avait-il compris que sa vie était assez semblable à la sienne, à une différence près, la vision déficiente d'Audrey. Elle luttait contre la vue, souvent incapable de voir clairement ou même de voir du tout. Plus tard dans la journée, alors qu'Audrey rentre chez elle, elle salue joyeusement sa sœur Rebecca. « Et, comment va Archie ?» Sa sœur aînée s'esclaffe, il est probablement encore sorti avec ses copains. Audrey rit, il ne me raconte jamais ses aventures quand je lui demande, je doute qu'il soit de retour avant au moins une semaine. Rebecca décide de se plonger dans le moment présent, en mettant de côté les pensées du passé. Pourtant, à la tombée de la nuit, le passé revient avec plus d'intensité. « Papa, il y a quelqu'un » dit Rebecca en regardant par la fenêtre. « Il y a une voiture garée dehors. »« Je vais aller voir » répondit leur père en attrapant rapidement sa veste. En jetant un coup d'œil à l'extérieur, Rebecca aperçut une femme qui étreignait leur père. Il l'enlaça et lui caressa doucement la tête, tandis qu'ils rentraient ensemble dans la maison. Rebecca est sur le point de rencontrer un parent éloigné. Son père, avec un sourire chaleureux, présenta l'invité. « Tu peux l'appeler tante Christa », dit-il, le ton empreint d'une note de bienvenue. Elle est confrontée à des difficultés en ce moment, alors elle va rester avec nous pendant un certain temps. Au début, Rebecca ne s'est pas sentie très à l'aise avec sa nouvelle parente. La voix de tante Christa semblait artificiellement aiguë et elle cachait sa consommation de tabac au père de Rebecca. Si elle se montrait aimable en présence de son père, son comportement changeait radicalement lorsqu'il n'était pas là. Tante Christa élevait la voix, parfois, avait même recours à l'agression physique envers les enfants. Au bout de quelques mois, Rebecca a compris que tante Christa n'avait pas l'intention de partir. « Je ne peux plus tolérer cela », s'exclame-t-elle à son père. « Soit elle s'en va, soit c'est moi qui m'en vais. » Son père plaide pour un mois de plus, promettant que tante Christa aura bientôt son propre logement. Rebecca, qui a presque 19 ans et qui sent la gravité de la situation, est catégorique. « Un mois, papa, et c'est tout », déclare-t-elle, la frustration palpable. Elle maltraite Audrey et se comporte comme si l'endroit lui appartenait. Par une froide soirée du début du mois de décembre, tante Christa s'éclipse discrètement sans prévenir personne, pour ne revenir que le lendemain matin. Ce fut une journée pleine de tension, car Audrey se préparait à une intervention cruciale à l'hôpital, ce qui causa de l'inquiétude et de l'anxiété à tout le monde. Bernard craint de ne pas savoir où se trouve tante Christa et presse son père de se rendre rapidement à l'hôpital et de la laisser derrière lui. Malgré le verglas causé par la neige de la nuit, le père manœuvre prudemment la voiture, frustré par la lenteur du trajet. Alors qu'ils s'approchent d'une petite descente, leur tentative de freinage échoue sur la surface glacée, entraînant un accident tragique. Rebecca ne se souvient pas des événements qui ont suivi, ressentant une soudaine secousse et une douleur intense dans la colonne vertébrale. En un instant, elles ont perdu leur père et Rebecca et Audrey ont été transportées d'urgence à l'hôpital avec un bras cassé pour la cadette et de graves blessures pour l'aîné,
Elles ont passé 2 mois angoissants à l'hôpital avant de rentrer chez elles pour surmonter le traumatisme de la mort prématurée de leur père. Tante Christa a assumé la tutelle d'Audrey, marquant le début d'un chapitre obsédant de leur vie. Elle s'empare de tous les fonds, néglige de s'occuper des filles et refuse de mettre de l'ordre derrière elle. Sous la pression, la vue d'Audrey s'est détériorée et son opération des yeux a été reportée. En outre, elle s'est approprié les économies que Bernard avait mises de côté pour Audrey afin de couvrir les frais médicaux supplémentaires. Si vous osez parler à qui que ce soit, vous subirez le même sort que votre père, crache Christa à Bédry et Rebecca. Je contrôle la situation maintenant, a-t-elle déclaré. Rebecca et Audrey sont restées sous son toit jusqu'en avril. Un jour, tante Christa fait irruption dans la chambre des filles. Le notaire arrive aujourd'hui, annonce-t-elle d'un air renfrogné. Nous allons transférer la maison à mon nom. Vous devez signer une décharge. Je ne signerai rien du tout. Rebecca rétorque fermement, cette maison est la nôtre et vous n'avez aucun droit dessus. Le regard de la femme devient glacial. Alors je vais envoyer Audrey dans un orphelinat et vous faire sortir avec du poison. Vous n'oseriez pas. Rebecca hurle, tu seras emprisonnée pour ça. Christa s'esclaffe, personne ne m'a encore incarcérée pour ton père. C'est à ce moment-là que Rebecca a compris tout le poids de la situation. Elle réalise que cette femme est capable d'actes innommables. Je comprends maintenant, dit Rebecca calmement. Mais si vous faites du mal à l'un d'entre nous, vous en subirez les conséquences. Vous me menacez ? Les yeux de tante Christa s'embrasèrent de fureur, je vais t'étrangler à main nue. Rebecca ne sait pas comment les choses se seraient passées si le téléphone de la femme ne l'avait pas interrompu par un appel. Préparez-vous. Le notaire est arrivé. Ce jour-là, la jeune fille, pleine de frustration, a crié avant de quitter la pièce en trombe. Elle avait signé tous les documents sous le couvert de la nuit, avant d'être brusquement réveillée par des inconnus. Brusquement ? Elle et sa compagne, Audrey, ont été emmenées dans un véhicule, pour un long voyage qui les a désorientées. Le moment venu, elles se sont retrouvées sans ménagement sur le seuil délabré de la maison où elles résidaient depuis 3 ans. Leurs affaires, ainsi que les fonds alloués par l'État à Rebecca et Audrey, sont rapidement réceptionnés par tante Christa. Rebecca, le visage baigné de larmes, est secouée par une nuit d'insomnie agitée. Le lendemain matin, Audrey, sa sœur, dit avec optimisme, « J'ai l'étrange sentiment que quelque chose de merveilleux se profile à l'horizon. Tu sais que je me trompe rarement, peut-être que la journée d'aujourd'hui va m'apporter une grande fortune. » Je ne sais pas, répond Rebecca, mais un sentiment de positivité persiste dans l'air. Portée par une humeur ensoleillée, Audrey a partagé des poèmes sincères avec les personnes qui l'entouraient, ce qui a suscité de la gratitude et des contributions monétaires dans ses poches et dans la boîte à dons. Désireuse de rentrer rapidement chez elle, la jeune fille et Rebecca ont convenu qu'elle rapporterait d'abord les gains à la maison pour les inspecter avant de s'aventurer dans le magasin. Rebecca soupçonne Audrey d'avoir été trompée à plusieurs reprises, ce qui lui cause une grande angoisse. Malgré les efforts diligents d'Audrey pour gagner l'argent, elle souffre profondément que des adultes sans scrupules profitent d'elle. Au retour d'Audrey, une voix d'homme retentit à l'extérieur en quelques minutes, demandant « Il y a quelqu'un ?» C'était Dave, qui était entré dans la cour de la maison aujourd'hui semi-démolie où résidait Audrey. « Où êtes-vous en ce moment, êtes-vous chez vous ?» Comme il n'y avait pas de réponse, l'homme inspecta prudemment la maison vétuste, la trouvant inoccupée et périlleuse à cause de son plafond instable. Alors qu'il s'apprêtait à partir, son attention fut attirée par le sous-sol à jarre, il ouvrit lentement la porte. « Audrey, es-tu là ?» Appela-t-il dans l'abîme sombre du sous-sol, puis il éclaira l'endroit avec la lampe de poche de son téléphone et descendit les escaliers. La présence d'un petit tapis laissait présager une ancienne habitation. « Audrey, c'est moi. Tu te souviens de moi et de mes amis ? Nous sommes venus vous aider, » appela Dave à voix haute. Avançant dans une pièce plus loin, le silence enveloppait l'espace jusqu'à ce qu'il perçoive un léger mouvement sous des chiffons. « Audrey, n'ayez pas peur, je te promets de ne pas te faire de mal. Je veux seulement vous aider. »
S'il vous plaît, parlons, implora Théil. Le visage d'une femme émergea, affichant une mine effrayée, tandis que Dave demandait avec surprise, « Qui êtes-vous ? Je suis désolé, je cherchais Audrey, peut-être savez-vous où elle se trouve. » « Que voulez-vous ? Mes amis et moi lui avons apporté une aide financière.